Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette conférence et bienvenue bien entendu à tous ceux qui ne connaissent pas le format et qui le découvriront en différé. Euh, il s'agit du comment, du pourquoi. Et le comment, du pourquoi est un moment où je propose aux personnes de venir découvrir l'espace interne d'une méthodologie, mais pas uniquement via les mentors qui sont les créatifs, les créateurs de la méthode, mais aussi au travers des autres mentors. Et parmi les mentors récurrents, il y a Joe Dispenza, il y a Deepak Chopra, il y a John F. de Martini et bien entendu Mani Essa, Maharaj Dharampur, mais ça peut être Greg Braden, ça peut être aussi d'autres personnalités intéressantes et dont les noms ne me viennent pas naturellement parce que ce sont des personnes que je lis ou que j'entends ou que je croise sur les ondes, sur les réseaux de façon beaucoup plus ponctuelle. Donc, bienvenue dans cette troisième édition sur l'épigénétique. Alors, il va se passer des choses intéressantes parce qu'on va commencer à glisser sur l'intérêt de l'épigénétique. Et c'est vrai que la dernière fois, nous avions parlé de l'addition du corporel avec les, comment dire, les signaux au niveau du système nerveux central, mais aussi avec tout l'apport des idées téléchargées suivant l'état de ce système nerveux, mais surtout de ce corps et de ce subconscient. Alors, aujourd'hui, on va aller dans une direction qui est une vision différente de l'évolution, basée sur ce que les nouvelles sciences ont mis à jour, en exergue, et l'un de ces leaders, on va dire, de ces représentants, reste pour moi Bruce H. Pellington, mais il y en a d'autres. Il y a Damasio également, qui est un spécialiste du système nerveux central et du cerveau. Il y a autour de cette nouvelle science énormément de gens comme le docteur Jean-Luc Montagnier qui ont rejoint ces découvertes et qui les ont nourri d'autres recherches comme celle, bien entendu, de Emoto et du docteur Montagnier sur l'eau et sur l'information qui vient sous forme d'informations vibratoires nourrir le champ qui est ce champ qui permet sous forme d'informations contenues dans un, on va dire espace pour que ce soit plus simple pour tout le monde et qui soit et qui est le lien avec la vitalité qui devient votre entité, votre identité sous forme cellulaire, puis au niveau de votre vie sous forme comportementale avec votre corps. Donc c'est de cela dont on va parler, bien entendu qu'on est habitué à la version darwinienne qui dit que voilà, on est parti d'un organisme simple, qu'il y a des milliards d'années, il y a eu des divisions cellulaires, il y a eu des changements, il y a eu avec des reproductions un certain type d'évolution du premier humanoïde jusqu'à nos jours, aujourd'hui, la forme d'humanité que nous connaissons. Alors, c'est intéressant parce que les nouvelles sciences disent que ça ne se résume pas à ça. Il y a aussi une nouvelle approche. Cette nouvelle approche, c'est que quand on observe nos 70 milliards de cellules, en réalité, chaque cellule est un être à part entière qui se nourrit, qui évacue ce dont il n'a plus besoin et qui traite en transformant ce qui est son environnement sous forme d'information en potentiel de croissance, en potentiel d'évolution ou en potentiel de défense et de protection, avec la conséquence d'avoir des cellules qui, dans ce cas-là, sous forme de ce petit organisme, se mettent à avoir des déboires et ces déboires se traduisent par
finalement des nécroses et de l'apoptose de ces propres organismes, c'est-à-dire d'aller jusque éventuellement la mort. Alors, c'est intéressant parce que à partir du moment où on sait que ces organismes apprennent à se rassembler, ils apprennent à créer des communautés, ils apprennent ensuite, sous forme de communauté, de créer un organisme à un niveau supérieur, soit en termes d'importance ou de qualitatif. Et donc, finalement, ces organismes, ces 70 milliards d'organismes apprennent à bosser ensemble, à vivre ensemble et à coopérer. Alors, c'est intéressant parce que on se rend compte que l'organisme s'associe pour créer finalement une communauté qui devient, en s'associant avec d'autres organismes, un organisme avec d'autres communautés, pardon, un organisme beaucoup plus grand. Cet organisme créé de communautés d'organismes va aller s'associer à une autre communauté, etc. Et c'est assez intéressant parce qu'en définitive, il y a des philosophes, des chercheurs qui se disent qu'en définitive, par relation fractale, notre humanité est un super-organisme, un supra-organisme. Mais pas que, parce que nous ne sommes qu'une fraction du tout et que dans cette fraction-là, nous allons vers l'expression de mécanismes que nous partageons avec le plus petit et le plus grand. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que finalement, cette nouvelle science, cette nouvelle médecine, cette nouvelle physique, elle nous apprend une chose, c'est que, vous vous rappelez, dans les 2 dernières séquences, on avait parlé de ce champ et cette information qui vient changer le destin de la cellule. D'accord, que le type d'information venait au travers de ces toutes petites protéines qui sont sur la peau de la cellule, sur la paroi de la cellule. Et rappelez-vous, on a appris que au moment où on est embryon, c'est la peau de l'embryon devient le système nerveux. Donc, le système nerveux provient de notre périphérie qui nous détermine en tant qu'identité par rapport à l'extérieur et mon intérieur. Qui suis-je et qui vais-je finalement fréquenter pour être optimum ou quoi vais-je subir pour devenir une triste version de mon potentiel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé aussi la dernière fois du placebo, de l'effet placebo, de ces gens qui arrivent à se guérir en ayant consommé en définitive du sucre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a une croyance au niveau subconscient qui est un programme attestant que ce médicament à 99% de chance, je peux en bénéficier vers la guérison. Et à ce moment-là, il se passe une chose étonnante, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Tout ça, on l'a abordé, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va finalement vers une humanité qui est en train de subir cela, qui est en train de subir ce schéma de façon positive et négative. Les gens apprennent de nouveau à coopérer sur des grands sujets, mais qu'il y a également des sujets récurrents, culturels ou cultuels, qui créent finalement des séquences comportementales qui sont absorbées comme étant normales et comme étant absolument naturelles et qui sont liées à cette version darwinienne que l'on nous a inculquée. On aimerait bien la culper d'ailleurs. C'est que finalement, c'est une vérité que nous soyons sur un mode de compétition, d'accord, que nous soyons sur un mode d'évolution par division, mais en nous divisant, nous nous renforçons et que finalement, nous avons besoin de survie et que c'est la survie qui nous permet d'exister. Là, nous avons finalement absorbé de façon groupale et communautaire une croyance par la science sous l'ancienne forme. Et bien entendu, on pourrait faire référence
et vous pourriez me dire, oui, mais attendez, ceux qui n'avaient pas de science, ceux qui étaient dans la forêt, qui se battaient contre des lions. Ben, cela, on ne sait pas. Mais par contre, on a la lecture de l'empreinte historique qui nous donne des informations sur leur mode très isolé de fonctionnement et très communautaire. Et ce que l'on perçoit, c'est que notre société moderne, sous l'impact, finalement, depuis les 3-4 derniers siècles, sous l'impact de croyances et religieuses, bien entendu, et de façon graduelle scientifique, s'est vu finalement confronté à des données qui semblaient absolument évidentes et des croyances qui étaient résistantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les crises que nous vivons au niveau communautaire expriment ce vieux mode individualiste. C'est comme si tout d'un coup, une cellule disait bah, « moi, j'en ai rien à foutre de l'autre et ça ne m'intéresse pas de gérer ma communauté cellulaire par rapport à l'information que je reçois. » On ne pourrait pas fonctionner de la sorte. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que la vie est basée sur l'évolution communautaire. Et nous avons, pendant ces 2-3 derniers siècles, et même si Darwin est plus récent, nous avons évolué sur un mode individualiste basé sur l'absolue certitude que le plus fort va l'emporter, que nous sommes dans un monde compétitif et que finalement notre fonctionnement n'est optimum que dans un état de survie pour transformer pour le meilleur, à cause du pire. Vous imaginez le bagage avec lequel nous nous retrouvons. C'est-à-dire qu'on est là sur une espèce de dogme absolument lourd. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous avons aujourd'hui une certitude que c'est dans l'harmonie en communauté via l'individu que l'évolution, la croissance, l'expansion et la transformation est optimum. C'est sympa quand même comme concept. Donc, on livre cela de façon scientifique et en plus, en disant que nous pouvons observer des transformations si notre esprit et notre mental désirent les observer et que notre perception de l'observation peut transformer ce que nous constatons. Alors ça, c'est la physique quantique. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu la physique quantique, ils savent un petit peu de quoi je veux parler. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va parler de comportement, on va parler de transmission, parce qu'à partir du moment où on sait ça, on a bien compris que la famille est une communauté. Et il y a une chose intéressante dans la famille, c'est que les bébés ont un goût particulier et un don particulier. Ils ont un goût pour l'altruisme. Ils sont faits pour fonctionner en communauté, on ne leur a pas appris, mais naturellement et de façon naturelle, vous prenez un enfant qui vient de naître et vous le mettez au milieu d'autres enfants, vous allez avoir un comportement d'écho et quand l'enfant va commencer à grandir, sa première année, deuxième année, il va avoir un comportement de soutien et d'accompagnement vis-à-vis des gens. Quand je dis des gens, ce sont des autres bébés qui ont de la joie, qui ont des défis en face d'eux, jouer avec des jeux et des objets un peu plus complexes que leur capacité ne leur permet. On va avoir un élan de solidarité, on va avoir de la curiosité, on va avoir de la co-création au niveau des potentiels, on va avoir de la coopération. Et finalement, on a constaté une chose, et on sait que l'enfant est pur subconscient de 0 à 6 ans, il est en pur rythme θ, il absorbe son environnement culturel, et il absorbe les parents. Et on s'est rendu compte qu'il y a à ce moment-là une transmission, c'est-à-dire que imaginez, vous êtes une antenne télévision, vous êtes une TV telle qu'elles étaient à l'époque, et vous avez ces antennes et vous avez une transmission qui est faite de votre état, on va dire, originel, à plein potentiel de coopérer, et finalement, vous avez des parents qui sont en conflit,
vous avez des parents qui se séparent, vous avez des parents qui se déchirent pour une communauté de concepts ou de biens, et vous avez cet enfant qui absorbe les informations et le champ électromagnétique en relation avec ça. C'est intéressant, pourquoi? Parce que finalement, on va dire qu'on est passé de anciennes croyances qu'on se transmettait des cellules avec des gènes qui nous déterminaient, prédéterminaient à développer des comportements. Et en fait, non, nous n'héritons pas de comportement, nous héritons de systèmes de valeurs et nous héritons par contre de comportements une fois que nous sommes arrivés dans l'espace de partage. Et là, ça change un petit peu les choses parce que ça veut dire que finalement, les parents, les leaders, les fédérateurs ont des responsabilités. Ces responsabilités, on s'en doute bien, ne sont pas simples. Pourquoi? On va prendre un exemple. Vous prenez 2 cellules de moi et vous mettez ces 2 cellules chez Patrick ou Déborah. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir un système immunitaire qui va rejeter le non-moi. Et ce système immunitaire va associer du danger à cet autre étrange, étranger à moi, non connu, de l'ordre de l'inconnu. Alors, si je suis dans un système spontanément coopératif, vous allez me dire pourquoi on ne m'accueille pas? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, je suis déjà un être autonome et vivant, en tout cas en autonomie de vie, de respiration et de fonctionnement, et que mon appréhension et ma préhension de l'environnement va prédéterminer ce que je vais faire des informations que je perçois de l'environnement. Ce sont des informations à plusieurs niveaux, plusieurs plans. Ça peut être de la parole, ça peut être des gestes, ça peut être des concepts, mais ça peut être aussi des champs électromagnétiques qui sont du bien-être ou du mal-être. Et là, on se retrouve exactement comme ce qui se passe au niveau cellulaire. Alors, on va en parler un petit peu. Vos cellules, on l'a déjà déterminé la dernière fois quand on a parlé des communautés. Vous avez une communauté optimiste et vous prenez une personne pessimiste et vous la mettez au milieu. Soit elle se casse parce qu'elle ne supporte pas cet environnement qui vient challenger ces cellules qui n'ont pas les antennes, c'est-à-dire les protéines membranaires intrinsèques pour créer les neuropeptides et les neurotransmetteurs de la joie. Elle est préprogrammée au niveau fonctionnel cellulaire d'avoir finalement ce que dirait ma nièce Sam Sakam, son addiction fonctionnelle, mais son addiction électromagnétique, son addiction chimique, son addiction mécanique, et cette série de nourriture, elle y est addicte, elle en a besoin pour survivre. Intéressant. Et elle en a besoin pour continuer à vivre. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans un mode de survie et de suradaptation et automatiquement, elle va passer en mode destruction. Automatiquement, elle va aller taper sur des expressions de ces gènes qui sont, si effectivement elle reproduit un comportement parental négatif, vont activer la part souffrante des parents qui auront éventuellement développé un cancer. Et on sait aujourd'hui que 90% des cancers ne sont pas génétiques, ils sont comportementaux. Ils sont un héritage comportemental qui vient dans un concept, dans un contexte donné et dans une équation comportementale faite d'émotions, de pensées et de croyances, activer finalement le gène en réponse à cela. Et il y a une chose très intéressante à dire, c'est que vous avez votre esprit, votre conscient, qui va s'additionner à votre corps, à votre subconscient. Alors, le subconscient fait partie de l'esprit parce qu'il échange avec le mental. Il échange à 5%. C'est-à-dire que vous passez, regardez, vous passez votre vie à vous projeter vers vos rêves 5% de votre temps. Qu'est-ce que vous faites pendant le reste du temps? En fait, vous répétez votre passé. Vous êtes en transmission permanente
des messages de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous avez déjà compris et surtout de ce que vous savez faire en mode autopilote. Vous rentrez vraiment dans un espace qui est une machine. Alors, c'est assez intéressant parce que ce que l'on éprouve, c'est ce qui se passe dans cet échange entre l'esprit, le mental et le corps et le subconscient. Et ce qui est transmis de l'un à l'autre, c'est une information électromagnétique, c'est de la vibration, c'est une transmission radio. Cette transmission radio, c'est une interprétation des stimuli extérieurs qui remontent par votre système nerveux périphérique jusqu'au thalamus, redescend vers les organes sous forme de chimie du corps et d'informations vibratoires pour activer en réalité une chimie qui est l'expression, selon les organes, d'émotions au travers de vos communautés cellulaires et qui sont des organismes qui vont répondre à une situation donnée en activant les gènes. Et chaque gène peut exprimer 30 000 propositions. Pourquoi ils lui retransmettent celle de l'ostéoporose? Pourquoi? Parce qu'il y a à ce moment-là convergence, congruence avec des équations déjà enregistrées sous forme de programme, vieillesse égale abandon, par exemple. Vieillesse égale fragilité structurelle dans ma vie, par exemple. Ou vieille femme égale immobilité. Par exemple, manque de sécurité et de certitude et d'abondance, par exemple, etc., etc. Bon, là, ce sont des rushs de programmes, vous en doutez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est quoi la différence entre votre esprit et votre corps? L'esprit est créatif. C'est la partie la plus évoluée de votre cerveau, c'est la partie qui est juste derrière votre front, et il a un avantage énorme, c'est qu'il peut se projeter vers le futur, et que, en plus de ce futur, il peut le créer à sa volonté. Et puis derrière, vous avez le corps qui, lui, vit les expériences sensorielles. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que finalement, ces signaux que reçoit le corps de l'environnement sont des signaux qui viennent parler au corps de là où il est, de ce qu'il est par rapport à là où il est. Et finalement, ça crée un échange exactement comme si vous étiez en train d'écouter une station radio. Et la qualité de votre réponse à cet environnement va déterminer le destin de vos cellules. La qualité, ça veut dire quoi? L'adéquation avec la congruence que vous allez mettre en place entre vous aujourd'hui et vous du futur. Eh oui, mais si votre subconscient, à qui vous êtes en train de dire « je te jure, j'arrête le chocolat, je te jure, j'arrête de tromper mon mari, je te jure, j'arrête de ne pas bosser, je te jure, j'arrête de bosser, je te jure ». Mais vous êtes en train de parler à une machine, là. Vous n'êtes pas en train de parler à un esprit. Le subconscient n'est pas capable de raisonner avec vous, donc vous parlez à un mur. Imaginez que si vous rentrez en conversation avec le subconscient, vous allez rajouter des croyances comme quoi vous n'êtes absolument pas capable, par votre intellect, de transformer votre réalité. Vous imaginez? Vous allez augmenter le niveau d'incertitude et d'inadéquation de vous dans la communauté à laquelle vous appartenez, ou votre famille, ou votre job, ou votre communauté de pensée, ou ce que vous voulez. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on se rend compte qu'on est tous dépendants de cette qualité et de quantité de relations entre le mental et le corps et le subconscient. Alors, si vous avez des parents qui apprennent à vivre à leurs enfants de façon, on va dire, alignée, ce que tu désires, tu peux le créer en prenant tes responsabilités, même si c'est un gamin de 3 ans. Tu veux que maman te donne ça? Oui. Est-ce que ce que tu fais là, à 3 ans,
vous n'allez pas commencer à dialoguer avec l'enfant, mais vous allez tester au niveau sensitif le degré de congruence avec ce que fait l'enfant et ce qu'il a envie de faire. S'il est enfermé dans un parc et qu'il essaye de grimper pour aller jouer sur le cheval en peluche qui fait sa taille, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à expérimenter là. Donc vous avez une responsabilité, c'est dans ce sens-là que je le dis. Donc vous avez les émotions et les pensées vôtres à vendre et à faire expérimenter à votre enfant. Donc si vous arrivez, que vous l'ignorez et que finalement quand il crie, vous criez plus fort que lui et que vous n'avez pas d'espace dédié à votre famille, vous êtes en train d'engrammer auprès de cet enfant quelques croyances bien négatives, en tout cas non serviables pour lui en relation avec la liberté, l'autonomie et la capacité d'exprimer son unicité, qui pas de suite, mais très vite va commencer à créer une cascade de conséquences des alignements et qui peuvent aller jusqu'à des comportements scolaires ou en famille atypiques ou dérangeants. Alors, maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que les 5% de ce mental qui vise votre futur, passez combien de temps avec? Vous passez votre temps associé aux proportions d'impact que peut avoir ce mental sur le subconscient. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première conférence, je vous disais les relations, les liaisons neurologiques entre le cortex préfrontal et le subconscient sont de 5 à 10%. Pardon, et le subconscient avec le corps à 95%. Alors, toutes mes excuses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fonctionnement de l'un et de l'autre diverge. Et c'est la soirée qui démarre avec l'humidité. Et ce fonctionnement du conscient est complètement différent. Pourquoi? Parce que c'est un vagabond, le conscient. Il n'a pas de limite. Il peut aller travailler, développer ou créer. D'accord? Et dans ce conscient-là, vous avez une entité. Cette entité, c'est vous. Et j'insiste là-dessus. Le subconscient, lui, il ne comprend pas. Il n'a pas de notion de compréhension. C'est un fichier avec des datas et des informations qui sont activables ou désactivables. Ça veut dire que finalement, on va prendre un exemple, c'est la psychologie ancienne matière. Il y a une nouvelle psychologie aujourd'hui. Cette ancienne psychologie prenait l'exemple d'une personne aux traumas divers dans sa vie, comme nous en avons tous eu. Ces traumas, soit sont perçus effectivement comme un chemin qui a été acceptable, soit qui n'est pas acceptable par le corps et qui est vécu avec des feedbacks corporels ou psychologiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces anciens psychologues pouvaient passer 15 à 20 ans avec un patient, un client qui est un patient. Et finalement, pendant ces vingtaines d'années, en disant, voilà, il s'est passé cela, ma mère a dit ça, mon père a fait ça, j'ai vécu telle séquence, j'ai vécu telles expériences. Et finalement, au niveau conscience, créer de la clarté, créer aussi de la congruence par rapport à la compréhension de ces étapes et ressentir un mieux-être dans le moment présent parce qu'effectivement, on met du sens sur les choses. Maintenant, après constat, n'est-ce pas, est-ce que ça a résolu la problématique? Est-ce que votre vie a changé pour autant? Eh bien, on le sait puisque c'est devenu normal pour nous de considérer qu'une thérapie dure des années dans le sens 10, 15, 20 ans. Et que finalement, la personne, 10 ans plus tard, vous dise « je souffre toujours de ce traumatisme, je vais mieux, mais j'en souffre toujours ».
Et quand vous lui parlez de ses rêves et de ses projets d'il y a 5 ans, elle vous dit non, ça, j'ai pas encore dépassé ça et je vais certainement pouvoir d'ici quelques années y repenser ou le traiter. Et finalement, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs en chimie biomoléculaire et en biologie qui le disent, on se rend compte à ce moment-là que le fonctionnement cellulaire est le même. Le mode survie est le même. Les informations qui viennent activer les gènes de ces personnes sont les mêmes. Elles créent les mêmes neuropeptides, les mêmes neurotransmetteurs, et finalement, on se retrouve avec des schémas qui sont entretenus sous forme conceptuelle, mais qui font plaisir à l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego a peur de se sentir inexistant. Et le génie de l'ego, c'est que dès qu'il sent qu'il va être inexistant, j'adore dire ça comme ça, c'est qu'il est très lâche en définitive. Il fait 2 choses. D'abord, il va créer une mécanique énergétique absolument époustouflante. Il va créer sur la base d'un système nerveux autonome qui n'en peut plus, qui est à bout de souffle, et d'une confiance qui est complètement corrodée. Il va créer une mécanique sur ces 2 paramètres qui sont l'un, un concept de confiance fragmentée et d'un autre côté, système nerveux autonome exsangue, des peurs. Et c'est intéressant parce que dès qu'il crée cela, il fait quoi? Il passe le relais au subconscient. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Par défaut, il dit, ben démerde-toi avec ton subconscient, vas-y, fais-le. Et là, qu'est-ce qui se passe? Travail égale solitude. Et vous avez ça en vous. Et puis finalement, quand votre mental se retrouve face à une équipe de 10 pros et que vous arrivez en vous positionnant en leader parce que vous êtes persuadé que vous avez quelque chose à vendre et que c'est moteur et que c'est transformant pour votre environnement et votre écosystème, vous vous retrouvez avec tout d'un coup le corps qui n'engage pas. Vous avez la gueule de la petite fille qui a peur alors que vous êtes la femme qui désire. Vous avez un pétard de problème, vous avez un conflit interne. Et c'est très marrant parce que Bruce Lipton, quand il en parle, il dit « Attendez, vous êtes en train de parler à une machine avec votre mental en lui disant pendant 10 ans, tu sais, mon père m'a fait du mal, ma mère m'a fait du mal, mais je suis une gentille fille qui mérite d'être une grande maman. » Et qu'est-ce qu'il va foutre avec ça? Parce que la machine, elle a engrammé être mère égale souffrance. Être mère d'un projet égale responsabilité, étouffement, isolement. Et vous allez au job et dans votre maison avec ça comme programme. Et aujourd'hui, on a de la chance. Et Bruce Lipton, il est carrément presque euphorique parce qu'il dit quoi? Il dit, vous savez, on a énormément de chance aujourd'hui, on a la psychologie moderne et on a les nouvelles méthodes. Et bon, il dit quand même, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a quand même des pistes et il y a quand même des méthodologies qui permettent en quelques minutes d'ébranler, de neutraliser et de faire switcher le potentiel d'une croyance négative en direction d'une croyance positive en l'ayant neutralisé et en ayant à poser, post-poser, juste après cette séquence, les séquences qui vont faire que votre subconscient va switcher la croyance et la transformer en c'est normal pour toi de devenir mère de ton projet, de ta famille. C'est normal d'être partiellement relié et d'être très relié. C'est absolument normal de te sentir bien dans cet espace fait d'accompagnement et de solitude, de suiveurs et de gens qui vont te critiquer. C'est normal. Tu n'as pas à avoir peur. Et à ce moment-là, d'avoir un mental qui devient un développeur à un niveau supérieur et par contre un corps qui va petit à petit intégrer cette nouvelle réalité, cette nouvelle norme et finalement créer la réalité pensée-émotion, que c'est normal et commencer à l'incarner. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personnalité étant optimiste en direction de ce projet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je me suis autorisée à me voir en train de vivre ça. Je m'attire, bien entendu, des environnements avec des états vibratoires
et des niveaux, des stations radio d'information et de transmission alignés à ma norme. Et à ce moment-là, au niveau de mon destin cellulaire, je ne suis pas en train d'envoyer des croyances de inadéquation, mais d'adéquation, de coopération et co-création. Ça change mon propre destin. Et à ce moment-là, je me retrouve dans une épigénétique qui répond à quoi? À ce que je suis à l'intérieur de moi pour aller créer ma réalité. On est ce que l'on s'attire pour co-créer avec l'environnement sa réalité. Pourquoi? Eh bien parce que votre subconscient, lui, il n'a qu'une envie, c'est de prendre son pied. Il a cette petite fragilité, on va dire, qui est une énorme porte pour nous d'entrée, parce qu'il cherche à quitter souffrance pour plaisir. Donc, à chaque programme négatif qu'il a, si vous avez la capacité et la technique pour lui proposer un programme qui est serviable et qui excite dans le sens joie, enthousiasme, certitude, détermination, pour faire très simple et synthétique, votre perception du concept que vous lui proposez, eh bien, il va engager le corps. Le corps s'engageant, vous allez avoir des organismes et des communautés d'organismes qui vont se regrouper, qui vont faire de vous quelqu'un d'inarrêtable. Ça, c'est au niveau physiologique. Et au niveau fonctionnel, vous allez créer de la facilitation parce que vous allez changer de réalité. Vous allez attirer des gens qui, de subconscient à subconscient, ont les mêmes normes, ont les mêmes programmes actifs. Et donc, vous allez avoir une accélération, vous allez créer des additions de process, vous allez vous détacher de process sans pleurer famine, vous allez trouver ça naturel, vous n'allez pas rentrer dans des chantages émotionnels, vous allez trouver des gens qui vont savoir répondre à ça et vous allez, en définitive, avoir un niveau qualitatif et quantitatif nettement supérieur à ce que vous étiez avant d'avoir neutralisé et nourri la nouvelle croyance à laquelle vous vous êtes proposé avec votre subconscient à mettre en place pour votre futur. C'est intéressant parce que quand on regarde ce que dit Bruce Lipton, il dit qu'il y a 3 façons de transformer un subconscient. La première, c'est comme font les enfants de 0 à 6 ans, c'est de faire de l'hypnose. Oui, le problème derrière ça, c'est que vous changez la croyance, comment vous la nourrissez? Vous dormez, vous couchez, vous mangez et vous fréquentez votre hypnotiseur, thérapeute tous les jours. Vous avez un problème quand même. Sachant qu'une des données qui reste en place, c'est la récurrence de validation de répétition pour que le subconscient valide que c'est bon. Alors, il y a une deuxième façon, c'est que, au lieu de fumer, vous arrêtez 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 de fumer, ou vous fumez tout en une journée, vous tombez malade, vous êtes tellement écœuré que votre corps, il n'en veut plus. Voilà, vous avez les 2 solutions. Hein. Mais la répétition, c'est la deuxième solution. La troisième solution, ce sont, bien entendu, excusez-moi, il y a un retardataire, la troisième solution, c'est bien entendu d'aller vers ce qui est et ce qui est appelé les psychologies nouvelles, les nouvelles sciences, les nouvelles médecines et les nouvelles méthodologies qui en quelques minutes permettent le switch et ensuite avec des protocoles d'arriver à nourrir ces croyances. Pour ceux qui arrivent maintenant, je vous encourage nettement soit de lâcher tout de suite et de revenir à l'enregistrement parce que là, vous avez perdu toute la partie explicative, donc vous n'allez pas nager, mais vous allez faire des raccourcis au niveau de votre cortex préfrontal qui ne sont pas forcément serviables. Donc, je vous recommande vraiment d'aller écouter, même si je suis ravie de vous voir ici parce que je sais qu'il est là et que je l'aime beaucoup. Donc, juste une petite recommandation. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les 2 façons d'apprendre qu'il y a entre le mental et le subconscient. Le mental, il va apprendre en allant projeter, en ouvrant, en se lançant vers de l'inconnu. Et le subconscient va fermer ça pour ramener ça dans le connu. Et
c'est intéressant parce qu'il a une conséquence, ce subconscient, sur le système nerveux autonome qui passe en mode chaos. Et c'est là où finalement, en mode chaos et en perte de confiance, que le mental se dit « Ouh là 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 ». Le développeur devient un petit joueur. Et le créateur devient très frileux. Et finalement, les deux se retrouvent regroupés contre un mur, et c'est là où il crée cette occupation mentale absolument magistrale qui est la peur, dont j'ai déjà parlé je leur ai dit à chaque conférence, parce que si les gens arrivaient à comprendre ça, ils se rendraient compte à quel point, en faisant tourner le mental dans le bon sens, en prenant les rênes et en utilisant des protocoles pour ça, il n'y a plus de peur. Il n'y a plus cette mécanique qui amène à projeter votre physiologie dans un état qui est un état qui vient changer le destin de vos cellules, changer le destin de votre identité, qui fait que vous devenez un être pessimiste avec des dons et des talents qui ne savent pas s'exprimer. Vous êtes un grand organisateur, mais vous êtes tellement dans le chaos au niveau émotionnel que vous n'arrivez pas à faire de vos dons une identité de quelqu'un de fiable, sécurisant, responsable. Et finalement, vous basculez dans une dose d'autocritique, d'inadéquation par rapport à vos rêves, et vous avez le mental qui crée ses rêves, comme vous savez, des grelots, et la machine en dessous qui ne converse pas, qui est idiote au niveau du langage, qui ne connaît qu'une chose, c'est le kiff de vivre des expériences plaisir. Et c'est là la nuance, c'est pas qu'il cherche à créer du plaisir, non, il vit, il voit plaisir parce que ça connecte à un programme de plaisir, il fonce là-dessus, même si c'est fumer 20 clopes, quoi. Même si c'est se faire un fixe d'héroïne, même si c'est aller dépenser tout votre argent chez pour des loups-boutins. Il ne sait pas dialoguer, il veut son kiff, et son kiff c'est argent égale danger, donc dépense égale sécurité. Je me protège de l'argent et je vais claquer tout mon argent. Et une fois que vous avez compris ça, vous comprenez que vous avez affaire dans votre mental et votre subconscient à deux modes de fonctionnement de votre être qui sont deux étrangers qui se fréquentent en permanence. Alors la reliance entre l'un et l'autre font qu'il va être absolument nécessaire que la prochaine fois on voit que la vie est une opportunité, bien sûr, voilà. Mais la vie c'est un cadeau. Ok, vous allez me dire, ouais, ça dépend, hein. Il y a des familles, c'est pas facile, ou il y a des gens, ça n'a pas été drôle. Oui, et il y a une chose aussi qu'on va aborder, c'est la responsabilité. Vous êtes responsable de vos pensées, de vos émotions. Vous êtes responsable des croyances que vous léguez à vos enfants, que vous leur laissez modéliser, absorber, transfuser aux autres, parce qu'ils deviennent vos ambassadeurs et finalement incarnés. Et quand vous êtes là et que vous avez le prof principal qui vous appelle et qui vous dit, vous savez, j'ai un vrai problème avec votre fille. Elle ne supporte pas qu'on lui demande de faire quelque chose. Bah, à ce moment-là, je ne dis pas que vous êtes responsable, mais ça peut être intéressant si vous êtes des parents qui s'interrogent. Quelle est votre relation à l'autorité paternelle? Ou quelle est votre relation à l'autorité maritale de votre époux? Ou quelle est votre relation aux autorités dans votre vie passée qui ont joué ce rôle dominant et castrateur qui fait que vous avez du rejet vis-à-vis d'eux? Non pas pour vous mettre à leur taper dessus, mais pour faire la paix avec ça et voir quoi ça vous a permis de développer comme don et comme talent dans votre vie, ou comme expérience, rencontre et découverte sur vous et sur la vie, parce que de toute façon, vous ne referez pas ce passé. Donc il va falloir à un moment donné que vous le digériez, cela. Digérer, c'est accepter de devoir accueillir ce qui est et aller avoir la responsabilité d'en prendre la meilleure part
et d'en faire pour l'autre, qui est la partie négative, une part serviable pour vous, vos visions, votre capacité à raisonner et votre réalité. Alors, je vais vous dire une chose, parce que je suis coach sain, je suis certifiée expert plus, j'ai des gens qui me disent, je suis claire avec vous, ah non, ça va pas assez vite. Non, non, ça fait 4 mois, moi non, je suis pressée. Ah oui, il n'y a pas de problème. Non, non, c'est trop théorique. Oui, mais les routines, elles sont en place. Quelle routine? Oui, les 2-3 routines qu'on a mis en place, elles sont en place. Quand il y en a 2-3, parce qu'en général, il y en a 15-20. Okay. Pourquoi? Parce que vous avez des saisons de vie. Vous n'avez pas envie tous les jours de faire la même chose. Donc, si vous n'avez pas votre patrimoine de programme, d'incarner vos visions à disposition, vous faites vos exercices, vous êtes là, mais vous ne passez pas à un premier millimètre de transformation. Qu'est-ce qui va convaincre le subconscient en définitive? Il y a le blabla, il y a l'alignement. Vous êtes en plein potentiel, mais vous gardez le même agenda, les mêmes amis, les mêmes fréquentations, la même bouffe, le même alcool, les mêmes clopes, la même façon de bosser, le même job, le même mari que vous avez envie d'assassiner. Excusez-moi, à un moment donné, il va bien falloir vous attaquer au dossier. Il va bien falloir échapper à vos programmes de soumission, de délégation, de procrastination. Il va bien falloir. Et pour arriver à convaincre en accélérant le processus dans votre réalité quotidienne, on peut se parler pendant des milliers d'heures, mais on peut aussi passer par l'étape essentielle qui est de basculer de la normalité d'être mal à la normalité d'être bien. Et ça, je suis désolée, ça passe par de l'explication, de la compréhension, de l'incarnation, par les exercices sains, qui sont le système d'alignement neuro-émotionnel, qui sont en plus absolument délicieux à pratiquer. Pas toujours, c'est vrai, parce qu'au début, on est obligé de rentrer en mode un peu scolaire, mais très vite, ça devient votre nouvelle cam. C'est pas mal, hein, c'est mieux que d'aller se mettre à la sortie d'un lycée avec des ados de 17 ans. C'est un choix. Il y en a qui préfèrent, mais ils le font avec des ados de 50 ans. Et ils se tapent leur alcool du soir, ou leur cancan négatif sur la société, on est tous pourris, oui, ils sont tous pourris, nous on est des victimes, c'est juste un choix. C'est votre épigénétique finalement qui vient refléter votre interne sous une forme d'acceptation de conserver cela. Et c'est pour ça qu'à tous ceux qui font du coaching avec moi, et il y en a certains qui vont revoir ces vidéos et qui vont être dans ce cas, franchement, soyez patient, soyez décent avec vous-même. Vous ne pouvez pas demander à un subconscient qui s'est tapé 50 ans de croyances négatives de switcher la totalité de votre vie et d'avoir les résultats hier. C'est pas possible, ça fonctionne pas comme ça. Ou alors c'est une utopie. Alors ce qui peut par contre arriver, et j'en témoigne tous les jours, c'est des miracles. Quoi? Moi, j'ai rien fait. Non, mais j'ai changé mon champ électromagnétique d'attraction. Ça veut dire quoi? Mon potentiel d'attraction a changé grâce à mon champ électromagnétique pensée et émotion aligné avec mes visions vers le futur, en relation avec quoi je désire, je nécessite et j'ai besoin de, en ayant un subconscient à qui j'ai dit c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi, et j'ai répété, mais j'ai pas répété une phrase, j'ai répété une phrase avec des émotions, avec une vision, avec un cœur qui s'est ouvert et avec une validation en changeant mon rythme du système nerveux, c'est bon pour moi. À partir de ce moment-là, l'autoroute est créée. Ça veut dire que je n'ai plus qu'à venir poser tous les jours ma vision, ma normalité pour court terme, moyen terme, long terme. Ce sont des étapes, elles ne sont pas compressibles. Alors, il existe des méthodes plus ou moins longues, plus ou moins serviables, plus ou moins directes, mais une chose est certaine, c'est que dans tous les cas, utilisez des méthodes qui vous permettent d'arriver au subconscient très vite. Et pour cela, le SEIN est intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez la main, c'est d'auto-coaching.
Donc, une fois que vous avez appris à utiliser les protocoles et que vous avez fait aller vos 12-18 mois de coaching, vous pouvez soit vous casser parce que vous ne supportez plus votre coach, soit continuer avec lui parce que tout d'un coup, la vie devient excitante et que finalement, vous allez créer non pas de la récurrence, mais vous allez créer de l'évolution. Et là, ça devient intéressant. Moi, j'ai des clients que j'ai depuis 5 ans. C'est moi qui leur dis, bon, ça y est, ça fait 3 ans, on arrête. Mais ça ne va pas, c'est maintenant que ça commence. On s'éclate. On a commencé à ça. Regarde où on est. On a des salles de 800, 1000 personnes en face de nous. On était à 40 personnes. On est aujourd'hui sur différents pays. On était sur une ville de villes. D'autres qui avaient un métier, qui en ont 3 et qui ont plusieurs boîtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend de vos visions. Si vos visions, c'est apprendre à tricoter pour une communauté dans votre village, ce n'est pas la même vision que si vous voulez développer une activité serviable pour l'écosystème en Afrique du Nord et en associant des conséquences sur le bassin méditerranéen. C'est qu'on est bien clair là-dessus. Mais dans tous les cas, vous aurez le même chemin à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, il faut juste vous poser la question. Est-ce que je désire changer? Ça, c'est une vraie question. Je veux dire que moi, il y en avait une à laquelle je ne répondais pas. Parce qu'on a plusieurs domaines de vie, on a plusieurs bobos, on a plusieurs freins, on a plusieurs accélérateurs. Il y a un domaine dans lequel j'avais peur de répondre et je ne répondais pas. Parce qu'en fait, je n'avais pas envie de changer. J'adorais être régulièrement avec la croyance que j'avais besoin d'un sauveur. Mais en réalité, c'était moi qui sauvais les autres en permanence. Donc, du coup, je suis devenue addict à devenir un sauveur au point de faire des bêtises en voulant aider des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est débile. Alors, c'est lié à quoi? Mon mental me voyait aller vers mon futur avec une posture, avec mes dons et un mode de personnalité optimiste, d'accord? Mais en servant dans un domaine où il y avait une énorme croyance. C'est que j'ai besoin d'un sauveur pour le faire. Donc, moi, j'étais persuadée que les autres avaient besoin de moi en tant que sauveur. Et vous allez dire, oui, mais en tant que coach, c'est un peu grave. Oui, mais bon, c'était au début. Hein, voilà. Mais quand même, ça laisse des petites traces. C'est pour ça que je vous parle des routines. C'est pour ça que vos routines vont vous désincarner. Alors, parfois, ça peut même aller assez loin. Vous pouvez même perdre du poids en faisant honneur à votre cœur plutôt qu'à vos croyances. Alors, pourquoi tout ce discours et ce verbiage un peu complexe? Eh bien, parce que je suis persuadée que, comme Bruce Lipton, d'abord, je ne suis pas une chercheuse, hein, je suis un coach, je dis un bon coach parce que j'ai des retours depuis plusieurs années, mais un coach, en tout cas, je peux le dire en vous regardant dans les yeux, concerné, impliqué et qui est prêt à donner 10 sur 10 de ce qu'il a, parce que j'aime ça et parce que je suis un peu maso aussi, mais parce que, voilà, j'ai choisi et que je suis une artiste et que, comme tous les artistes, quand je pars en mode inspiration, ben, je suis aussi dans un espace quantique, c'est-à-dire j'oublie, voilà, je flotte et je suis en train de prendre plaisir à servir et contribuer. Et que ce métier est basé, dès que les gens ont un niveau de conscience. C'est quoi un niveau de conscience? C'est qu'ils savent comment ils fonctionnent, ils savent quelle est leur responsabilité, ils savent quoi ils doivent attendre d'eux et quoi ils doivent attendre des autres. Okay? Donc, ils ont ce niveau de conscience. Dès que les gens sont là et qu'on commence à avoir la loi d'attraction qui s'active et que vous commencez à avoir des opportunités, des facilitations, des challenges, vous vous dites mais pourquoi j'ai ça en ce moment? Parce que ce challenge va vous apporter plus qu'une personne ou plusieurs personnes qui vont vous soutenir. Et qu'à ce moment-là, vous avez la capacité intellectuelle et émotionnelle de le voir, de le sentir émotionnellement et de ne pas partir inspiré par les bobos et les cadeaux. Bobos, cadeaux, yahoo! Vous en oubliez votre axe, vous en oubliez vos visions, mais que vous êtes capable de dire ok, je prends les deux dans le package et je gère. À ce moment-là, vous savez que vous avez évolué. À ce moment-là, vous arrêtez de geindre.
À ce moment-là, vous commencez à célébrer les emmerdes autant que les cadeaux. À ce moment-là, les cadeaux, vous commencez à faire la fine bouche. À ce moment-là, vous prenez la responsabilité d'espacer vos visions sous forme de court, moyen et long terme. À ce moment-là, vous commencez à respecter vos routines selon votre potentiel physiologique et psychologique du moment. À ce moment-là, vous devenez un structurant de votre vie dans le terme du temps, de l'énergie et des actions, mais aussi de votre façon de communiquer, de quoi vous allez absorber de façon auditive en termes de connaissances. Vous devenez exigeant sur vos mentors, sur vos fréquentations, sur vos communautés, sur les organismes que vous créez avec les autres et bien entendu l'argent qui est votre fertilité sous forme d'action en direction avec cette énergie pour réaliser vos visions. Vous savez, on a tous des espaces dans lesquels on est favorisé ou défavorisé, tous. Parce que vous pouvez avoir une épigénétique complètement alignée avec votre station radio suivante dans un domaine et puis être en couple freiné ou dans votre vie familiale complètement à l'ouest. Vous dire, oh mon Dieu, mais... Alors, vous savez, moi, j'ai trouvé une séquence très profitable dans les exercices. Excusez-moi, je gigote un peu parce que je suis sur un tabouret ergonomique. Et j'ai trouvé une chose très, très intéressante. C'est que quand je vais vers ma famille, parfois, je me dis, mon Dieu, je suis à des lustres de leur univers. Et je me dis que grâce à eux, je me rends compte du chemin que je parcours. Et que j'ai de la gratitude pour eux de pouvoir, par amour, accepter ce grand écart que je leur fais faire. Parce que même si je me retiens, je vous garantis que c'est difficile pour moi de rebasculer dans cet univers duquel je proviens, mais qui est un univers fonctionnellement très différent de celui de l'Europe, de celui de nos façons de fonctionner, d'être optimum, etc. Et donc, cette capacité, je l'ai transfusée à ma capacité professionnelle vis-à-vis de mes clients. Parce que si je n'arrivais pas à l'appliquer dans ma famille et ma communauté, j'aurais du mal à l'appliquer sur ma communauté de clients. C'est ma communauté, c'est une communauté à laquelle j'appartiens et eux sont dans cette communauté, c'est la leur autant que moi la mienne. Donc on est coopérateurs. Et finalement, moi je suis que dans l'amour quand je suis avec des gens, que ce soit ceux qui ont des difficultés, que ce soit... Pourquoi ? Parce que finalement, c'est sur cette station-là que j'échange avec eux. Je représente exactement l'environnement dont je parlais la dernière fois, où vous prenez un être qui se sent inadéquat et vous le mettez dans un univers où on le considère complètement adéquat. Parce qu'il l'est. C'est son interne qui est en train de répondre à son environnement par un comportement, une identité, une personnalité pessimiste, et que mon chemin de coach va être de le faire entrer en appréciation, de devenir optimiste en considération du concept qu'il reconnecte, qu'il accepte de reposer devant lui au lieu de l'avoir écarté pendant toute sa vie ou les derniers mois ou les dernières semaines, et de dire ok, c'est ça ma priorité, moi. Pas la compétition avec les autres, mais la compétition avec mon rêve à moi. Et c'est très certainement ce que j'aime le plus de ce que dit John F. de Martini, quand il dit arrêtez de vous comparer aux autres et comparez-vous à vos rêves. Vous verrez que déjà, vous n'aurez pas du tout les mêmes questions, parce que la qualité des questions que vous posez crée exactement la qualité de la réponse que vous allez apporter à votre environnement et la réalité que vous allez co-créer avec lui. Donc, on s'est un petit peu évaporé dans un espace plus philosophique ce soir sur la base des recherches de Bruce Lipton, qui lui va très très loin. Hein. Lui, il vous dit, on se réincarne, on garde les mêmes antennes cellulaires, vont être recréées sur un autre être, et la transmission reste éternelle,
et nous sommes éternels et finalement on se réincarne, etc. Donc vous voyez, il n'y a pas que des coachs bizarres qui ont des idées, des pensées perchées, il y a aussi des chercheurs, des scientifiques qui tous aujourd'hui parlent de spiritualité en connexion avec les découvertes qu'ils font et les recherches qu'ils ont menées. Donc, ce qui est intéressant pour nous maintenant, c'est de savoir, et c'est de cela dont on va parler la prochaine fois, qui est le 4e volet, et on parlera exclusivement de cela, c'est de la traduction de l'épigénétique dans le coaching et des conséquences dans les étapes par rapport à la transformation, l'évolution d'une station radio à une autre et la réussite qui est bien entendu la conséquence du momentum avec votre potentiel d'attraction et votre subconscient. Ça va être intéressant de voir que cette mécanique, cette machine subconsciente est très certainement l'élément qui vous coupe ou qui vous connecte à votre champ infini de probabilités, votre matrice, votre champ morphogénétique, de tout ce que vous serez, pourriez être, auriez pu être dans le futur et également par rapport au passé, parce que si l'on parlait du passé et de ce que vous en avez perçu, alors là, on pourrait rester jusqu'à 2 heures du matin. C'est une des grandes théories, il y en a 2 de la physique quantique. L'une passe par le nerf optique et l'autre juste par des réalités parallèles. Donc, tout cela pour vous dire qu'on est onde et particules, on est énergie et matière, et que si on est honnête avec nous-mêmes, eh bien, on va s'attirer de l'énergie et de la matière en face qui va forcément être l'écho de ce que vous avez en vous. Donc, prenez soin de vous. Votre première œuvre, c'est vous. Et arrêtez de projeter vos projets devant vous si vous êtes dans le mal-être. C'est mon conseil. Moi, je ne suis pas en train de vous vendre du coaching. Là, je suis en train de vous vendre de la vie, de la cohérence, de l'évolution, de la transformation, de l'expansion et de la croissance. Ne soyez pas fous. Alors, il vaut mieux se taper 1 heure ou 2 de coaching par mois et avoir des visions qui grandissent et qui grossissent, plutôt que d'aller vivre ça dans le cerveau, avec le cerveau reptilien, qui est le plus ancien. Autant celui-ci est le plus récent, mais l'autre c'est le plus ancien. C'est celui qui est complètement en mode survie et instinctuel et animal, pour aller coûte que coûte, yang, 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 dans la rage et la colère, arracher avec vos surrénales les résultats dans votre vie, parce que je ne vous dis pas la gueule que vous aurez dans 10 ans. Donc, mon conseil, c'est investissez un petit peu sur votre développement, investissez sur votre hygiène de vie, réapprenez à vivre en parallèle de ce que vous posez devant vous, c'est-à-dire le premier désir que vous devez avoir, c'est de vous lever dans le bien-être. Ça, c'est votre obsession. Le reste, c'est peanuts, c'est fake. C'est ça qui va faire de vous un être capable d'activer le destin de vos cellules dans une autre direction. Donc, vous êtes à la fois votre propre entrepreneur, mais votre propre artiste et ouvrier. Donc, je vous laisse avec cette responsabilité. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, Yahoo, la vie est belle. Vous êtes là, je suis ravie. Et je vous propose aussi de profiter de cet espace gratuit pour le recommander à des gens et leur demander de s'inscrire ou de me faire la demande par message privé pour s'inscrire dans le groupe, parce que eh bien, quand il y a des choses qui sont des cadeaux, il faut les prendre. Voilà, c'est important. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et puis pour le reste, c'est votre responsabilité. Je vous embrasse. Passez une bonne soirée, passez une belle demi-semaine et on se retrouve à très très bientôt et je vous remercie. Bonsoir.